Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est comment on fait pour allier la passion et la raison. Allez, comment conjuguer la passion et le placement, placement d'argent, placement financier, on est en plein dedans. Si j'étais un peu plus simple, je dirais comment on fait pour en même temps allier le plaisir et puis faire un bon investissement avec une voiture. Moi, mon père m'a toujours dit, une voiture, ça perd de l'argent. Et puis je me suis aperçu que c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, on est avec Olivier Baron. Son métier, c'est commissaire-priseur. Il va nous en dire plus sur son métier. Et allez, je vous donne quelques indices. Je pourrais vous dire Ferrari, Johnny Hallyday, ils ne sont pas du tout en famille, mais en tout cas, il va nous en dire plus. Moi, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide des entrepreneurs à tout simplement optimiser leurs finances, leur placement pour être plus libre. Eh bien, Olivier, merci de m'accueillir aujourd'hui à distance. Et puis, dites-nous quelques mots sur ce métier et où est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui nous amène là en fait. Eh bien, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis commissaire-priseur en effet à Montargis et à Gien, dans le Loiret. J'ai été nommé en 1997. J'ai succédé à mon père et à mon grand-père. Et l'année dernière, on a fêté les 100 ans. On a essayé de fêter, mais avec le confinement, ça n'a pas pu être possible, les 100 ans de l'étude Baron à Montargis. Le commissaire-priseur, c'est un métier qui date de l'époque romaine. Et pour faire simple et rapide, c'est quelqu'un qui doit être capable, autant que faire se peut, d'authentifier, d'estimer et de vendre aux enchères publiques au meilleur prix tout objet mobilier dans l'intérêt du vendeur. Alors, quand on dit objet mobilier, ce n'est pas simplement que les meubles, c'est au sens latin du terme tout ce qui est mobile, Hmm. tout ce qui bouge. Donc, c'est très, très vaste. Ça peut en effet aller d'un meuble, d'un tableau, un objet d'art, mais ça peut être aussi une machine à laver, une salle à manger, ça peut être des animaux comme des bovins, par exemple, ça peut être des D'accord. véhicules, ça peut être du bois, ça peut être des machines industrielles, etc., etc., etc. C'est un métier très vaste qui s'adresse aussi bien à des particuliers, mais également des professionnels qui peuvent non seulement nous donner à vendre, mais également acheter. Et c'est une profession où il n'y a pas que des particuliers qui nous donnent des affaires à vendre, mais nous sommes également à la disposition de la justice, puisque nous pouvons vendre suivant décision de justice, c'est-à-dire par saisie ou suivant liquidation judiciaire d'entreprise. C'est moins drôle évidemment, mais ça fait partie du corps de notre métier également. D'accord. J'ai entendu mobile et on va parler du coup automobile. Eh Euh, oui. et alors, c'est amusant parce que pourquoi et qui fait appel à vos services pour vendre alors un véhicule en particulier, on va pas s'attacher à, dans cette émission en tout cas, aux véhicules plus classiques que vous pourriez avoir à la vente, mais de véhicules qui nous font un peu vibrer, qui vibrent aussi d'ailleurs éventuellement. Et qui fait appel à vos services pour vendre sa voiture de collection ou de prestige? Bah, écoutez, la plupart du temps, enfin, en fin de compte, il peut y avoir plein de raisons. Chaque cas est un cas particulier. Vous avez des collectionneurs qui ont envie de se séparer de quelques véhicules pour en racheter d'autres. Vous avez malheureusement, dans le cadre de succession, des héritiers qui ne savent pas quoi faire de leur véhicule et qui considèrent que faire appel à un commissaire-priseur, ce sera la meilleure façon d'avoir d'abord affaire à un professionnel qui saura s'occuper du véhicule, faire sa publicité, Mhm. s'occuper des papiers de réimmatriculation avec l'acheteur, effectuer le contrôle technique, en obtenir le meilleur prix par rapport à une clientèle d'acheteurs potentiels, faire la publicité du véhicule. Donc la plupart du temps, c'est en effet des gens qui ne savent pas comment procéder, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la volonté de s'en occuper eux-mêmes parce qu'ils ont peur de se faire avoir, ils ne connaissent pas forcément la vraie valeur du véhicule, ils ne connaissent pas forcément quelquefois l'état même de leur véhicule. Donc, ça peut être n'importe qui. Il est vrai que quand un collectionneur s'adresse à moi, bon, il sait déjà parfaitement quel véhicule il a. Évidemment, quand il est passionné, il sait grosso modo le prix qu'il en voudrait. Après, c'est un échange entre lui et moi pour se mettre d'accord sur un prix, ce que l'on appelle un prix de réserve, et essayer d'en obtenir le meilleur prix et de la vendre dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Euh,
Combien de véhicules vous avez? Alors, des véhicules plutôt de collection, véhicules un peu qui nous font vibrer, encore une fois. Vous avez vendu jusque-là? Alors écoutez, ça c'est une question vaste parce que des véhicules, moi je vends des véhicules tous les mois, hein. J'ai vendu moissonneuse-batteuse, tracteur Ça vibre. agricole, Ok, faneuse, etc. lundi dernier. Vendredi prochain, j'ai une vente où j'aurai une magnifique Golf TDI à vendre. Et puis dans 15 jours, 3 semaines, je vais avoir une quinzaine de véhicules utilitaires. Donc c'est vraiment d'accord. très varié. Donc je dirais que si on englobe tous les véhicules depuis 1997 que je tape du marteau, oh, je vais vous dire des milliers. D'accord. Proprement voiture de collection, finalement, pas tant que ça, peut-être quelques centaines seulement, parce que Mhm. c'est un marché qui est très particulier et souvent, les collectionneurs essayent de se les échanger ou de les vendre entre eux par Mhm. l'intermédiaire de clubs ou d'associations de passionnés, etc. Et finalement, depuis quelques années, le monde de la vente aux enchères publiques pour les voitures de collection est un peu en plein essor. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui s'est développé et encore plus depuis un an à cause du confinement et de la pandémie, c'est bien évidemment l'utilisation des ventes en live. Et Mhm. c'est vrai que ça a élargi au monde entier les acquéreurs potentiels de véhicules de collection. Même si acheter un véhicule aux enchères en direct live sur Internet sans l'avoir vu de visu, c'est aussi un risque, aussi bien pour moi que pour l'acquéreur. Parce que pour l'acquéreur, évidemment, il peut prendre un risque en ne se rendant pas compte éventuellement de la réalité du véhicule et de son état, mais également pour moi, en ayant peur de ne pas décrire suffisamment bien le véhicule ou alors s'adresser à quelqu'un de totalement novice qui, en achetant une voiture de collection, croit qu'il achète une voiture neuve. Et ça, c'est le plus gros des problèmes que nous avons avec le live. Donc, c'est une autre façon de vendre, c'est un métier totalement différent sur lequel nous devons nous adapter tous, surtout depuis un an. D'accord, c'est intéressant. Du coup, ça me fait penser à une autre thématique, mais c'est pas celle du jour. Comment s'adapter à des nouveaux modes de Oui, vente, de consommation, dans des métiers comme le vôtre. Vous parlez de 100 ans d'histoire sur votre étude, hein, on dit une étude, hein, c'est bien oui, cela? oui, une étude. Donc, Oui. oui, intéressant. Tiens, quand on en revient aux véhicules dits de collection, est-ce qu'il y a des marques dans les véhicules de collection, qui ont un certain engouement aujourd'hui ou qui sont peut-être un petit peu plus en poupe? Ah bah, ce qui est évident, c'est qu'il y a des marques qui ont toujours fait rêver. Ferrari, Porsche, Delahaye, Mhm. Bugatti, Mhm. ça, quelle que soit la génération dans laquelle on se trouve, moi je me rappelle mon père, bon, qui était né en 1926, il rêvait d'une Delahaye ou il Mhm. rêvait d'une Bugatti. Dans les années 60, dans les années 70, on rêvait des voitures de marque anglaise, style MG, Jaguar, etc., etc. Triomphe. Dans les Ouais. années 80, c'est un peu ma génération. Moi, j'ai 56 ans. Eh bien, dans les années 80, on rêvait des Golf GTI et des Peugeot 205 GTI. Ouais, Et ça, on en reparlera un petit peu plus dans le côté qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui, bien etc. sûr. Donc, je pense qu'à chaque période, il y a en effet des marques qui font rêver et il y a des marques emblématiques. Et pourquoi il y a des marques emblématiques? Parce qu'il y a des marques qui font rêver. Et pourquoi elles font rêver? Parce qu'elles sont devenues inaccessibles financièrement aujourd'hui. Vous avez des voitures à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Bon, bah évidemment, ce n'est pas maintenant, aujourd'hui, à la portée de toutes les bourses. Mais même sans parler de millions d'euros, quand vous regardez dans les années 80-90 le prix d'une Porsche 911 ou d'une Porsche 356 Mhm. qui valait, allez, on va dire, nous étions en francs, mais je vais le dire en euros, que l'on vendait 30 ou 40 000 euros, et aujourd'hui, une 356, c'est 300 000 euros quand elle est en très très bel état, Oui. c'est quand même, alors il peut y avoir également des phénomènes de mode, mais il y a des choses qui sont devenues aujourd'hui inaccessibles, c'est un fait. Mais il y a toujours des marques qui font rêver, évidemment. Évidemment. D'accord. La 2 chevaux, par exemple, la 2 chevaux est une voiture qui fait rêver,
mais qui est encore inaccessible. Mais quand on regarde quand même, malgré tout, la cote actuelle d'une 2 chevaux, alors on va dire des années 80, bah maintenant 8 000, 10 000, 12 000, ça commence à monter. Alors, je ne vous parle pas des 2 chevaux des années 50 ou des années 60, ou alors là, suivant l'état, le modèle, la couleur, etc., là, on atteint maintenant des 20 000, des 30 000, des 40 000 euros. Ça devient, ça devient un peu n'importe quoi, quelquefois quand même aussi également. D'accord. Vous n'avez pas parlé de la Méhari, mais j'entends Oui, la aussi. Méhari, Ah, la Méhari. j'en ai vendu deux ou trois ou quatre ou cinq, je ne me rappelle plus. Et je me rappelle, il y a 15 ans, j'avais vendu une Méhari mauve capote blanche. Je l'avais vendue, je crois, et à l'époque, c'était entre guillemets un petit record. Nous étions en francs à l'époque, mais ça devait être l'équivalent en euros d'environ à peu près 10 000 euros. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on multiplie par deux, il ne faut peut-être pas exagérer, mais la Méhari, Vous oui, il y pouvez. a un engouement sur la Méhari. D'ailleurs, peut-être un petit peu, peut-être un petit peu exagéré, peut-être un petit peu. Alors, une Méhari 4x4, hein, il y en a quelques-unes, que Ah, quelques-unes. ça, oui, ça Là, vaut cher. attention, on commence à aller fort. Mais d'accord, très Oui, bien. ça vaut cher. J'ai retenu quatre marques, hein, Bugatti, Porsche, Ferrari, Delahaye. De Delahaye. la Wow, haie. Delahaye, bien sûr. Bah Voilà, oui, de Delahaye. la haie. Et D'accord. puis après aussi, vous pouvez avoir, on en parlera peut-être tout à l'heure, des marques, mais qui sont attachées à une personnalité. La Porsche 356 de James Dean, bon, la Ferrari de Johnny Hallyday que j'ai vendue, mais encore, vous avez la Ferrari Dino de Mhm. Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Il y a Mhm. des voitures aussi qui ont marqué leur époque, c'est indéniable également, et qui évoquent des souvenirs aussi. Et vous avez, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la voiture de ses souvenirs d'enfance, Mhm. la voiture du grand-père, la 2 chevaux, la 403, que sais-je, et encore. Et la voiture du grand-père ou la voiture du jeune homme que vous étiez ou qu'on était. Je vous ai parlé de la 205 GTI tout à l'heure. Donc, ces fameux modèles Youngtimer. Les fameux Oui. Youngtimer. Je pense, quel budget faut-il pour commencer à jouer? Allez, on va parler de jouer selon vous. Alors, tout dépend ce que vous voulez exactement. Si vous voulez une voiture de collection euh, pour rouler un peu avec, faire des sorties club, etc. Si vous voulez avoir une voiture de collection, la laisser dans votre garage, ne pas rouler avec, la mettre sous cloche parce qu'elle vaut de l'argent et que vous voulez absolument qu'elle en prenne, ou alors si c'est une voiture de vos rêves parce que ça évoque pour vous encore un souvenir. Tout dépend dans quelle catégorie vous vous placez. Mais si vous vous placez dans le désir d'avoir une voiture ancienne parce que ça vous a toujours plu, etc., mais écoutez, vous pouvez démarrer entre 3 et 500 euros. Vous achetez une voiture, évidemment, qui n'est pas sexy, qui ne va pas faire soulever les foules, mais vous démarrez avec une vieille Citroën AX ou une vieille AX Thalassa, comme j'ai vendu au mois de septembre dernier, que j'ai vendu plus de 750 euros. Bah, pour démarrer, pourquoi pas. Vous pouvez aussi démarrer avec une vieille 2 chevaux à 6 000 8 000 euros que vous allez retaper. Mhm. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez la passion de la voiture de collection, tout dépend la marque qui vous attire, mais surtout, il ne faut pas être attiré par la rentabilité et ce qu'elle va vous rapporter. Ce qu'il faut qu'elle vous apporte, c'est surtout du plaisir. Si elle prend de la valeur avec le temps, bah tant mieux. Mais on disait toujours, j'entendais toujours mon père dire, quand on achète une voiture, alors attention, ce n'est pas une voiture de collection, c'est une voiture pour rouler tous les jours. Quand on achète une voiture, il faut déjà penser à la revendre. Oui, parce qu'il faut faire attention, en effet, à la revente derrière, que ça ne soit pas un poids, cette voiture d'occasion, quand vous voulez changer pour en racheter une autre. Là, on est évidemment dans la voiture de collection. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une voiture que vous allez normalement vous servir tous les jours, vous allez y faire attention, etc. Moi, j'estime et je considère que quand on se lance là-dedans, il faut d'abord avoir un budget entretien, parce qu'une voiture de collection, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et vous avez des marques qui coûtent plus d'argent que d'autres. Les Oh. voitures anglaises,
c'est des voitures il faut les bichonner, il faut les entretenir, il y a toujours des pièces à changer, etc., etc. Vous prenez une 2 chevaux, franchement, une 2 chevaux, ça ne coûte pas grand-chose à l'entretien. Et ce n'est pas un mauvais placement. Il faut faire surtout par rapport à ses goûts et ne pas penser forcément qu'à la revente. Bien sûr qu'il faut y penser, mais il faut vraiment faire en fonction de ses goûts. Je vais vendre le 10 juillet prochain, notamment une vieille Panhard de 1962, si ma mémoire est bonne, une PL17, que j'ai trouvée, elle est dans son état, elle est dans son jus. Il y a, pour l'anecdote, les deux petits chiens avec la tête mobile. Bon, c'est kitsch. Bon, cette voiture, allez, je vais la vendre 3 000 à 4 000 euros. Bon, mais quand on la voit, c'est pas une voiture sexy, c'est pas une voiture, mais c'est une voiture malgré tout qui a son histoire, qui a la vraie peinture d'origine patinée. Elle est d'une couleur verte indéfinissable, avec un intérieur qui est encore tout à fait acceptable. Il y aura les joints à changer, des encadrements de vitres, etc. C'est pas une voiture sur lequel vous allez faire une plus-value énorme. Mais si cette voiture, vous avez le coup de cœur pour elle, ou si elle vous rappelle un souvenir, ben écoutez, pour 3 4 000, 4 5 000, je viens de recevoir aujourd'hui le contrôle technique. Elle n'a aucune défaillance majeure. Qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? C'est merveilleux pour démarrer. Et vous prendrez beaucoup de plaisir, surtout si vous arrivez à rentrer dans un club de Panhard, par exemple, ou même un club de voitures anciennes, eh bien, vous allez faire des balades avec des gens et des marques différentes et vous partagerez votre passion de la voiture ancienne. Je pense que c'est la priorité. Alors, merci. Donc j'entends bien sûr, c'est le plaisir qui doit nous guider, puisque c'était le thème, c'est comment est-ce que je peux allier plaisir et puis raison, d'une certaine manière, à minima, ne pas perdre la somme mise dans mon investissement. On a vu les petits budgets, tout petits, 300, 500, allez, une Panhard, 3 4 000 euros, d'accord. Euh, et le plus haut budget dont vous ayez souvenir pour un véhicule? Que j'ai vendu moi, qui est passé par mon intermédiaire. Oui, Alors, le dernier en date, c'est incontestablement la Ferrari de Johnny Hallyday le 22 septembre dernier. Malgré tout, il y a à peu près un peu plus de 15 ans, j'avais eu la chance de vendre, on était déjà en euros, ça devait être en 2002, 2003. J'avais vendu une Panhard des années 20. Ça devait être une Panhard de 1927, je crois, de mémoire, avec les roues bois. Et cette voiture avait servi au film La Banquière avec Romy Schneider. Et c'était la voiture du film. Et je l'avais vendue, je crois, dans les 45 ou 50 000 euros de mémoire. Ce qui n'est pas un prix mirobolant pour l'époque. Aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu les ventes qui sont faites un peu à droite à gauche par des grandes maisons de vente bien plus importantes que moi d'ailleurs, des ventes qui sont faites par exemple dans le cadre du salon Rétromobile Porte de Versailles une fois par an, vous avez des maisons de vente qui font des très belles ventes de voitures de collection très prestigieuses. Vous avez des voitures à 300, 500, 1 million, 5 millions, 10 millions, mais c'est des voitures exceptionnelles, c'est des voitures d'une rareté ou qui ont un pédigré exceptionnel. C'est des voitures que vous mettez sous une cloche en verre ou que vous mettez dans un musée et il serait presque même pas raisonnable de rouler avec parce que imaginez un problème mécanique ou un accident avec une voiture comme ça, c'est la catastrophe. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vendu souvent des voitures à 10 000, 20 000, 30 000, etc. Mais c'est vrai que mon plus beau souvenir, parce que c'était vraiment la grosse surprise, c'est la Ferrari, en effet, 512 TR. C'est pas une voiture de collection, on va dire, dans les Ferrari. C'est pas une voiture d'une rareté exceptionnelle, c'est pas une voiture qu'on peut dire ancienne non plus, mais c'est vrai que c'est une voiture qui a un passé, c'est une voiture qui avait un historique limpide, et c'est vrai que ça restera pour moi un très très beau souvenir. et alors, cette voiture, d'ailleurs, elle s'est vendue combien? Moi, j'ai pas nécessairement suivi, mais pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, si vous voulez, une Ferrari 512 TR,
ça vaut d'occasion, en état correct, ça vaut 100 à 120 000 euros. Voilà, Mhm. voilà à peu près sa cote. Le vendeur m'avait fixé un prix de réserve à 200 000 euros. Mhm. Et je lui ai dit, vous savez, même si c'est la Ferrari de Johnny Hallyday, je pense que ça sera difficile à atteindre parce que est-ce que le fait qu'elle ait appartenu à Johnny va faire doubler la cote? C'est pas sûr du tout. Il faut vraiment tomber sur un fan, il faut vraiment tomber sur la personne qui recherche cette voiture-là. Donc j'étais très inquiet, je n'étais absolument pas convaincu de la vente. Je vais vous dire 15 jours, 8 jours, 3 jours, 24 heures avant de présenter cette voiture aux enchères, j'étais convaincu que je n'allais pas la vendre parce que je n'avais pas de demande, aucune personne intéressée. Et quand quelques personnes étaient intéressées et qu'elles me demandaient à peu près le prix qu'il fallait que je la vende, bah, je restais un petit peu vague. Je ne voulais pas faire peur. Je disais, écoutez, j'aimerais bien qu'elle fasse entre 180, 200 000, 150, 200 000, etc. Et toutes les réactions que j'ai eues étaient de me dire, mais vous êtes fou, ça vaut pas ça, c'est du grand n'importe quoi. D'abord, c'est même pour la Ferrari de Johnny, etc. Enfin, vous savez, les réseaux sociaux, c'est bien, mais malheureusement, il n'y a pas forcément que des gens objectifs et il y a beaucoup de critiques. Bon. Mhm. Et puis en plus de ça, j'avais une grosse pression puisque j'avais la télévision qui était là, donc RMC Découverte, et ça m'a donné un coup de pression. Et quand j'ai démarré l'enchère, nous avons présenté la voiture, elle est arrivée roulante, j'allais dire tout pot d'échappement hurlant devant ma tribune, et on a commencé à faire un peu l'historique de la voiture. La carte grise originale au nom de Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, la carte grise était d'origine, elle a été barrée, mais le propriétaire, qui est l'avocat de Johnny Hallyday, n'avait jamais fait changer la carte grise et il a eu raison. On a fait un peu l'historique de la voiture. Sur la casquette du tableau de bord, Ouais. au-dessus des compteurs, vous aviez des griffures sur la casquette du tableau de bord. Eh bien, c'était tout simplement les bagues à tête de mort de Johnny qui, quand il tournait le volant, griffait la casquette du tableau de bord. Ça n'a pas été refait exprès. Donc, tout ça fait que cette voiture, elle était dans son jus. Elle n'était pas parfaite, elle n'était pas impeccable. Par contre, elle avait été très bien entretenue, elle sortait de révision, il n'y avait aucun problème, elle tournait sans aucun problème. J'ai démarré les enchères à 100 euros. Il n'y avait évidemment, à cause du confinement, il n'y avait qu'une trentaine de personnes dans le garage. Et au plus fort des enchères, nous étions rendus en live sur interenchères.com à 1500 personnes en train de regarder la vente. Et nous avions également une personne au téléphone qui avait demandé d'être appelée pendant la vente. Et les enchères ont démarré, comme je l'avais dit, à 100 000 euros. Et d'un seul coup, c'est monté tout de suite à 120 000. Et puis à 120 000, 130 000, bon, je vous passe les détails, 150 000. Et puis ça commence à se calmer. Et puis j'arrive à gratter, si je puis dire, jusqu'à 170 000. Et à 170 000, plus d'enchères. Et là, évidemment, 170 000, je ne pouvais pas l'adjuger, Mhm. forcément, puisque mon prix de réserve était à 200 000. Et là, Philippe Lelouch et le vendeur qui était à côté de lui me font un signe de la main. Ça voulait dire, vous pouvez l'adjuger. Donc j'ai été très surpris parce que ça faisait une différence très importante entre 170 000 et 200 000. J'ai fait répéter. Philippe Lelouch, qui m'a confirmé d'un signe de tête que je pouvais l'adjuger même à 170 000. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Étant tellement surpris de me dire, eh ben finalement, je vais la vendre, même à 170 000, ça m'a reboosté et les enchères sont reparties et j'ai réussi, en grappillant même par 1000 euros, j'ai réussi à faire monter la voiture jusqu'à 200 000 euros. Et puis après, c'est l'irrationnel, c'est du show. J'ai joué entre le public, entre le live, entre le téléphone, et finalement, au bout pratiquement d'une heure d'enchères non-stop, j'ai réussi à l'adjuger 270 000. Ah ouais, quand même.
Ah Ce qui oui, ah fait oui. qu'au bout de Le gap. 55 minutes, le marteau est tombé. Bon, évidemment, le public en liesse, etc., etc., ça a été un événement exceptionnel. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir ce passage, vous regardez sur la chaîne RMC Découverte, l'émission Enchères mécaniques, ça repasse en replay et c'est l'émission numéro 1. Alors évidemment, on ne passe pas les 50 minutes de l'enchère de la Ferrari, mais on passe quand même quelques minutes. Et c'est vrai que pour moi, ça restera un très, très grand souvenir. Ok, donc on peut considérer que c'est votre success story, celle-ci, en matière de Oui, vente auto? oui, oui, parce que rien ne laissait paraître une enchère hors du commun comme celle-ci. Parce que, bien évidemment, quand vous achetez aux enchères, vous avez toujours des frais qui se rajoutent. Hmm. Euh, Moi, j'ai des frais pour cette Ferrari-là. Je n'avais fait des frais qu'à 10% hors taxe. Toutes les autres maisons de vente, c'est entre 18 et 20% à rajouter en sus des enchères. Moi, j'avais voulu faire, entre guillemets, un petit coup de pub en disant pour la Ferrari de Johnny, les frais ne seront qu'à 10% hors taxe, c'est-à-dire 12% TTC. Mhm. Donc, grosso modo, plus les frais, c'est une voiture que j'ai vendue un peu plus de 300 000 euros. Et finalement, l'acheteur, sans dévoiler évidemment son identité, l'acheteur n'est finalement pas un amoureux de Johnny Hallyday Mhm. particulièrement. Par contre, c'est un collectionneur de voitures ayant appartenu à des personnalités. D'accord. Donc, nous avons sympathisé quelque peu, nous avons échangé téléphoniquement, et quand je l'ai appelé en début d'année, il me disait qu'il venait d'acheter une voiture américaine, ça doit être une Cadillac, ayant appartenu à Elvis Presley. Voilà. D'accord. Donc, toutes les voitures ayant appartenu à des personnalités, ça le passionne. Bon, ben voilà, c'est une collection comme une autre. Donc, merci déjà pour cette info. Ça veut dire que, alors, j'ai entendu par un de vos confrères, si on veut, d'une célèbre maison de vente parisienne, qui disait finalement, alors il avait une phrase amusante, je ne sais pas si vous l'avez entendu et si vous le reconnaîtrez, il disait la voiture, je vous l'offre, en revanche, ce que je vous vends, c'est l'histoire. Et, et donc, Oh, et, ben et oui. donc, voilà, le nom du propriétaire a Ah énormément oui. d'importance. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Et d'ailleurs, je pense que cette personne-là, du coup, est spécialisée, vous l'avez dit, est spécialisée dans les voitures avec une histoire qui est gage, gage d'une revente, gage d'un patrimoine au final. Non, mais tout à fait. J'ai vendu il y a quelques années la collection d'un amoureux, d'un fan de Claude François. J'ai vendu des objets, ça allait du briquet au cendrier qui était posé sur le bureau de Claude François. Je devais avoir une veste de scène avec sa chemise, et puis bon, malheureusement, au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Eh bien, vous savez, quand on tombe sur un fan, quand on tombe sur un amoureux, il est prêt à dépenser, mais n'importe quoi, pour avoir non seulement un objet ayant appartenu à, à son, enfin, vous voyez Son ce que je veux idole. dire, Son idole. à son idole, voilà, merci, je cherchais mon mot. Et ce qui peut paraître aberrant, inconcevable, irrationnel, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et Dieu merci, heureusement, quelquefois qu'on ne compte pas, c'est ce qui fait avancer et ce qui fait vivre la passion. Être passionné par quelque chose dans n'importe quel domaine, que ça soit un tableau ancien, une voiture de collection, des muselés de bouteilles de champagne, des timbres-poste, des tire-bouchons, n'importe quoi. Mais avoir une passion, s'y intéresser, parce que au niveau intellectuel, on s'intéresse à l'histoire, et l'histoire a toujours des choses à nous apprendre. Et puis si en plus de ça, cette collection ou quelques objets de cette collection ont pu appartenir à une personnalité. J'ai le souvenir, il y a une vingtaine d'années ou peut-être moins, une collection de jukebox qui avait été vendue à l'Hôtel Drouot à Paris. C'était des jukebox appartenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois à Eddie Mitchell ou à Pierre Lescure, je crois, je ne sais plus.
mais les jukebox, ils ont fait 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix. Alors, pas pour tous, mais certains, parce qu'ils étaient beaux, rares, exceptionnels, mais surtout, ils appartenaient à quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est une plus-value importante. Alors, pour compléter votre récit, j'ai glané une histoire sur le salon Rétromobile il y a déjà 3 4 ans. On parlait de Jean-Paul Belmondo d'ailleurs à l'époque et d'une Ah Ferrari oui. également. Et parce qu'il l'avait signé, il avait signé le tableau de bord quand même, hein. Cette voiture-là, elle a été achetée, vendue dans un premier temps, à une époque où Jean-Paul Belmondo d'ailleurs, on le disait, il venait d'avoir son AVC. Et on le disait, bon, a priori, on donnait pas cher de son avenir. Et donc, comme quoi, déjà, la pensée populaire a eu tort, parce que c'était il y a au moins 20 ans, cette histoire. Et alors, elle l'est passée gentiment de 100 ou 150 000 euros, je crois, au premier acheteur, jusqu'à 350 000 ou 450 000 euros. Elle n'est pas passée par adjudication, hein, entre professionnels. Donc, pour poursuivre et puis achever ça pour ceux qui nous écouteront, on a entendu parler des marques à privilégier, vous les avez citées tout à l'heure. Les erreurs à ne pas commettre en quelques mots. Ah, écoutez, j'en ai parlé un petit peu en début de discours. La personne qui est novice, qui n'est pas bricoleur, qui n'y connaît pas grand-chose, il ne faut surtout pas se lancer dans une vente aux enchères et acheter sans voir. Il faut se déplacer, venir voir la voiture. Alors évidemment, quand on est à 600, 700 km, c'est peut-être pas forcément évident et facile, mais malgré tout, envoyer quelqu'un de bien plus spécialiste que soi ou se déplacer avec un copain mécano, bricoleur, se renseigner sur l'état, demander s'il n'y a pas des factures d'entretien, le livret d'entretien, le suivi, l'historique, etc., le contrôle technique, bien évidemment, de façon à se faire une opinion raisonnable et puis surtout voir un peu la cote, se renseigner un petit peu sur la cote éventuelle, se renseigner d'estimation ou du prix de réserve et surtout ne pas s'enflammer, ne pas dépasser de trop son budget. On peut se faire prendre par le jeu des enchères et dépasser un petit peu son budget. Mais je dirais qu'il faut être très prudent parce que une fois que c'est vendu, on ne peut pas résilier la vente. Il n'y a pas de rétractation possible aux enchères. Donc, les regrets d'enchères, attention. Donc, attention, si vous n'achetez pas celle-là, eh bien, vous en achèterez une autre, il y en aura d'autres, et ne pas s'emballer quand on est novice. Au besoin, aller dans des ventes aux enchères, ne rien acheter, simplement voir comment les enchères se déroulent pour apprendre, se forger une opinion, pour la fois d'après, peut-être se lancer en toute connaissance de cause. Parfait, merci. Donc, se renseigner, y aller, se renseigner, y aller sur place si possible, faire intervenir un pro. Il existe même, je crois, des experts qui peuvent éventuellement potentiellement passer entre-temps. Bien sûr, Y bien sûr. aller, participer, se mettre les mains dans le dos, parce que même un geste, j'allais dire, venez sans votre porte-monnaie, mais non, parce qu'il suffit d'un geste pour dire que si on se gratte le nez, hop, on peut croire qu'on a envie Oh, d'acheter. oui, non. Enfin, il ne Non. faut pas exagérer. On en joue quelquefois. On en joue quelquefois. J'ai le souvenir, justement, à cette vente de fin septembre, une dame qui était à l'autre bout de la salle et qui a fait coucou à son mari pour lui dire qu'elle était là. Et 100 000. j'ai pris fictivement l'enchère. Et la dame complètement affolée. Mais non, mais non, mais non, j'en veux pas, j'en veux Alors, pas. ça Mais si, remontait de madame, 200 c'est 000 à pour chaque vous, fois. c'est pour vous, c'est pour vous. Et la dame est partie en courant. Et je dis, mais non, madame, rassurez-vous, j'ai bien compris. Ça avait fait rire tout le monde. Oh non, il faut bien évidemment se mettre un petit peu dans le jeu. Et D'accord. puis, ce n'est pas toujours sérieux, une vente aux enchères. Il faut animer. Il y a un temps pour être sérieux, et puis il y a un temps, je dirais, pour sourire un petit peu quand même. C'est ce qui fait un peu la beauté de la vente Génial. également. Et il me restera 3 questions et après on va vous libérer pour votre réunion. Alors, à part dans les véhicules de collection, dans quoi conseilleriez-vous d'investir à un néophyte? On parle vraiment de mettre de l'argent plaisir en même temps avec une perspective potentiellement de plus-value, mais dans tous les cas, hors de question de perdre des sous. Allez, comme ça, quelque chose qui vous viendrait à l'esprit. Alors, vous parlez dans n'importe quel domaine, pas forcément dans la voiture de collection. Oui, dans ce qui passe entre vos mains, dans ce pourquoi vous avez une expérience. Euh, il faut... c'est un vaste sujet. On peut acheter pour se faire plaisir. Donc évidemment,
à partir du moment où ça plaît, il y a des choses qui valaient très cher, comme par exemple, je dis n'importe quoi, le mobilier 18e, qui sont en perte de vitesse aujourd'hui. Si ça vous plaît, vous pouvez acheter, car de toute façon, ça remontera. On ne sait pas quand, mais ça remontera. Toujours être à contre-courant. Regardez un exemple, le mobilier des années 70, je dis n'importe quoi, les tabourets en plastique orange, le Oui, formica, le oui, polyester, on a tout mis à la poubelle, ou oui, presque, dans les années 80-90. c'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, eh bien, ils sont friands de ça parce qu'ils n'ont pas vu ça chez leurs parents quand ils étaient jeunes. Donc, pour eux, c'est tout nouveau, tout bas, tout beau. Donc, acheter à contre-courant, en profiter par la même occasion, c'est pas une mauvaise tactique. Après, si vous avez vraiment beaucoup d'argent ou un peu d'argent à investir, il faut investir dans le beau, le rare, l'exceptionnel. Comme je dis souvent à des clients pour les faire sourire, quelquefois jaunes, donnez-moi un Picasso ou un Van Gogh à 15 millions d'euros, je l'ai déjà vendu. Ah, ce n'est pas forcément un Français qui me l'achètera, mais il est déjà vendu. Donnez-moi un tableau à 500, 1000, 2000, 3000 euros, voire même 5000 euros. J'aurais beaucoup plus de mal pour le vendre. Parce que aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent veulent investir dans des valeurs sûres. Quand vous achetez, alors évidemment, je prends un exemple extrême, quand vous achetez un Picasso et un Van Gogh, vous ne perdrez jamais d'argent. Vous ferez toujours une plus-value. Après, évidemment, on n'est pas Madame Soleil. Il peut y avoir une crise mondiale, il peut y avoir une catastrophe incroyable, évidemment. Mais quand on achète quelque chose de beau, rare, d'exceptionnel ou à contre-courant, eh bien, généralement, on n'est pas déçu. Et puis, attention, si ça vous plaît, pendant ce temps-là, vous en profitez. Et le plaisir de profiter de cet objet ou profiter de ce tableau tous les jours accroché à votre mur, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est mieux qu'un billet ou que comment dirais-je, une action papier, hein, ou je ne sais pas quoi, un lingot d'or que vous allez mettre dans votre coffre en banque. Ça n'a pas le même, ça n'a pas le même rapport prix-plaisir. C'est vrai. Vous voyez? Donc, mais vous savez, l'argent ne fait pas tout. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le plaisir que l'on a à en profiter. Si on peut faire une plus-value, tant mieux. Mais le plaisir d'avoir l'objet, de le prendre en main si c'est un objet qui peut être pris en main, le plaisir de le regarder, de l'admirer, de l'avoir, c'est énorme aujourd'hui. Tout n'est pas virtuel, tout ne se retrouve pas. On peut visiter des musées par l'Internet. C'est merveilleux. On peut visiter un musée sans se déplacer de chez soi. Mais c'est pas pareil. On Se est d'accord. déplacer, voir de visu un objet et, toute proportion gardée, pouvoir l'acquérir, ah, c'est quand même merveilleux. C'est ce qui fait quand même avancer dans la vie. Et c'est ce qui nous fait avancer aussi intellectuellement, à mon avis. C'est vrai. Merci pour ça. Une dernière. Est-ce qu'il y a un livre à recommander dans l'univers? Bah, vous avez parlé beaucoup de plaisir, de vie, ok, un peu d'argent quand même, mais d'une manière générale, un livre à recommander qui vous vient à l'esprit comme ça pour des Eh entrepreneurs, ben, des écoutez, investisseurs, des gens qui sont avides de bien profiter de la vie aussi. alors, écoutez, dans le milieu de la voiture de collection, y a plein de livres, il y a même des livres Argus, il y a même Mm. des livres de cotation, il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de vous donner des titres. Par contre, des gens qui seraient intéressés par le milieu de la vente aux enchères et plus spécialement, par exemple, de la voiture de collection, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder interenchères.com. Vous avez à peu près entre 10 et 40 ventes en live par jour en D'accord. ce moment. Vous trouverez votre bonheur en simple visiteur. Vous pourrez voir et vous familiariser. Et quel que soit l'endroit où vous habitez, regardez sur interenchères.com la salle des ventes la plus proche de chez vous. Le déconfinement est en bonne marche. Vous allez pouvoir vous rendre de visu, assister de nouveau à des ventes aux enchères publiques directement dans la salle des ventes ou sinon, regardez les ventes en direct live depuis votre écran d'ordinateur. Bien. En ce qui concerne des livres, nous avons perdu une personnalité nationale en la personne de Rémi Julienne, Oui, grand cascadeur c'est vrai. qui habitait à 5 km de Montargis.
que je connaissais un tout petit peu, qui était une personne magnifique, une personnalité d'une simplicité et d'une modestie magnifique. Et, je dirais, sa compagne m'a offert ses derniers livres qui racontaient ses cascades pour tous les films qu'il a pu faire. Et quand on regarde sa filmographie, c'est incroyable ce qu'il a pu faire tout au long de sa carrière. Et puis, vous aviez cité tout à l'heure une petite phrase d'une personnalité. Moi, je pourrais vous en citer deux qui sont en rapport avec ce que nous venons d'évoquer. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher quand on aime. Ettore Bugatti. Bien. Et une autre phrase qui me tient encore plus à cœur. Personne n'a fait la voiture de mes rêves, alors j'ai dû la faire. Ferdinand Porsche, en parlant de la Porsche 356, première 911. Voilà. Bien, Personne n'a bravo. fait la voiture de mes rêves, alors j'ai dû la faire. Voilà, ça c'est le rêve ultime. Allez, je dirais ça a de la gueule, je la prends, je la prends. Voilà. Merci Olivier, franchement sympa. Vous avez animé formidablement bien. J'ai senti l'acteur. J'ai pas pu être là à cette vente, mais rien que pour le spectacle, je pense qu'il faut y aller. Effectivement, attachez-vous les mains dans le dos parce que vous risquez de vous prendre au jeu potentiellement des enchères. Et il l'a bien dit, on ne peut pas se dédire, si j'ai bien compris, d'une enchère où j'imagine qu'il doit y avoir un tarif dissuasif, en tout cas, mais c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. En tout cas, le mot de la fin, comme d'habitude, ce que j'indique à tous ceux qui veulent être beaucoup plus libres, prendre plus de plaisir dans leur vie grâce à leurs affaires et leurs finances, je vous invite tout simplement à vous abonner au support sur lequel vous nous voyez. Bien sûr, je mettrai les coordonnées dans les commentaires, soit de l'épisode du podcast, soit de l'émission sur la chaîne YouTube, à la fois de là où on peut retrouver Olivier Baron et les différents liens, les différents liens qui ont été exposés pendant ce moment d'échange. En tout cas, merci beaucoup. Je vais rendre l'antenne. Olivier, si vous avez une dernière chose à dire, c'est maintenant. Écoutez, ça a été un plaisir de communiquer avec vous et puis j'espère que nos auditeurs auront la curiosité de fouiner, de regarder, de chercher à droite à gauche et surtout de laisser parler leur passion s'ils en ont une ou de s'en découvrir une. Ça motive. Voilà. Merci. En tout cas, dans tous les cas, soyez des leaders rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre. La vôtre. À très bientôt.